vous avez fait l'acte de baptême aujourd'hui ou hier, je crois. Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est de fédérer tous les acteurs. C'est facile de fédérer tous les acteurs de l'audiovisuel Non. Ah non plus, parce que c'est vrai qu'il y en a un peu partout, quoi. Oui, voilà. Et effectivement, c'est difficile, mais par contre, on peut, comment dirais-je, commencer par un cercle. Ouais. Un premier cercle, un deuxième cercle, un troisième cercle, et on se regroupera jamais tous dans l'audiovisuel, parce que en fait, tous les jours, il y a une association qui naît autour de l'audiovisuel, donc voilà, ils ont envie de faire leur truc, tout ça. Donc, je pense pas que ce soit possible de fédérer tout le monde. Ouais. Par contre, de fédérer des cercles, donc là, oui. Et d'ailleurs, là, il y a juste Nama là qui a envoyé un petit message. Oui, coucou, on t'a vu. Merci. Nama Kaïta, voilà, qui fait partie du pôle et des Jolies Mômes aussi, voilà, qui est réalisatrice. Qui est réalisatrice et productrice. Il nous reste plus que 30 secondes. Alors, je vais rappeler les petites infos concernant Jolies Mômes. On a cette soirée au 14A demain à 19h45. Il y a un mail pour pouvoir réserver sa place, puisqu'il en reste de la place. Oui. Il en reste vite, pas beaucoup. Dépêchez-vous, hâtez-vous d'envoyer un mail. Le Club du Short, le numéro 4, il est actuellement en diffusion sur Télé Nantes. Il y aura demain à 9h30 ou encore samedi à 10h15 et aussi sur le site de Télé Nantes qui s'affiche aussi là, c'est bien fait. Et pour plus d'infos sur l'assaut, il y a le site aussi de Jolies Mômes. Voilà. Et, par contre, on n'a pas fini les 30 secondes. Ah, il reste 10, c'est fini. Télé Nantes est très important dans la production des films en ce moment parce qu'il nous aide dans le matériel. C'est mieux que ce soit vous qui le disiez que nous. Voilà. Merci beaucoup les Jolies Mômes, merci Télé Nantes et merci à vous de nous suivre. Ah ouais, j'ai plein de cheveux partout. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Il y a sur Télé Nantes à 18h45, comme tous les jeudis, vous allez retrouver le 18h politique. Et l'invité de Jean-Michel Naga, ce soir, c'est Yasmine Guenaille. Elle vous dit peut-être quelque chose. Vous l'avez peut-être vu, par exemple, dans le documentaire Les quartiers sans carte. Il se trouve que c'est la plus jeune élue du conseil municipal de Nantes. Elle a tout juste 20 ans et elle est membre du parti de l'UDI. Donc, on va la découvrir encore plus ce soir dans le 18h politique. À 19h, c'est foot aussi, comme tous les jeudis. Les invités d'Olivier Caillé, parce qu'il y a deux invités ce soir, c'est Olivier Végnot, le capitaine du FC Nantes, et aussi Fabrice Pancrate, qui est attaquant. Et il parle ce soir du dernier match du FC Nantes. La toute dernière rencontre, ce sera ce samedi à Bastia. Et puis c'est l'occasion de faire le bilan de la saison. Excellente soirée sur Télé Nantes, bien sûr. Only you can make all this world seem right. La plupart des véhicules sont utilisés. Depuis plus de 60 ans, l'un d'entre eux est vraiment aimé. Le Transporteur, l'original. Et jusqu'au 30 juin, le Transporteur est à partir de 239 € par mois sans apport. Volkswagen, véhicule utilitaire. En ville, à la campagne ou en bord de mer, Sotradi, membre de l'Union des maisons françaises, est spécialisé dans la construction de maisons sur mesure et d'extension. Sotradi à Vertou, entreprise de proximité, bâtit sa renommée sur la qualité de ses réalisations, propose des matériaux naturels et économes en énergie. Sotradi, une maison à votre image. Chez AACT Formation, formez-vous au métier de dessinateur en bâtiment et architecture. Cette formation pour adultes est validée par un titre de niveau Bac plus 2. AACT Formation, 3 rue du Tonnelier à Saint-Herblain. C'est le mois des bonnes affaires chez Hauteur Largeur. Portes, fenêtres, portails, volets. Laissez entrer les bonnes affaires. Moins 15% sur les volets roulants et fenêtres. Profitez-en chez Hauteur Largeur à Saint-Brévin et à Trélières. Hauteur Largeur, c'est le professionnel par excellence. Pour tous ceux qui entreprennent à Nantes, il y a les boîtes à vélo. Croquinelle livre à domicile vos paniers de fruits et légumes bio. The Plombier pour tous vos travaux de plomberie. Tout en vélo transporte tout du colis au meuble. Ozon, la cantine nomade chic et gourmande. Green Course, la solution écologique pour toute livraison. Naonet, le vélo qui vient laver vos vitres en centre-ville. La Bricolette, le bricolage sur mesure pour particuliers et professionnels. Les triporteurs nantais, à vélo c'est plus écolo. À 4 mains pour tous vos petits travaux. Un service, direction nantes@lesboîtesavelo.com. Débranchez votre esprit. Initiez-vous au voyage. Immergez-vous dans le bien-être.
Plongez dans un océan de lumière. Libérez vos sens avec volupté. Caliceo, déconnectez-vous. Bonsoir à vous qui nous rejoignez. Voici les titres de ce journal et l'on reparle de ce que soulève la jupe ou comment une idée de lycéen fait juste la une de tous les médias en France. Les géants reviennent avec leur grand-mère. Ce sera le nouveau spectacle de Royal Deluxe début juin à Nantes. Programme dans un instant. Et puis en sport, nous parlerons tennis avec le SNUC qui vise une montée lors des interclubs. Ce que soulève la jupe, c'est le nom de cette journée contre le sexisme organisée demain dans 7 lycées du département, 27 dans la région. Une initiative de lycéens à destination des lycéens. Au programme des échanges, des débats. Et pour ceux qui le souhaitent, le port d'un autocollant pour dire qu'on lutte contre le sexisme ou le port de la jupe pour les filles comme pour les garçons. Une initiative simple, largement soutenue, mais qui a déchaîné depuis hier le mouvement de la Manif pour tous qui sont venus dès aujourd'hui manifester devant le lycée Clémenceau à Nantes. Reportage Benoît Balti. Une rue bloquée, un quart de CRS, des militants de la Manif pour tous, des lycéens en colère, beaucoup de bruit pour une jupe. Je ne vois pas où est le problème justement à porter une jupe. Et le fait que ça choque des gens, c'est ça que je trouve anormal par contre. Je reste un peu ébahie parce que je ne comprends pas pourquoi il y a une telle manifestation pour une jupe. Et franchement, ça ne sert à rien ce qu'ils font et ça ne changera pas notre avis, on viendra tous en jupe. Voilà. Et s'il fallait venir en slip, on serait venu en slip. Je trouve ça choquant parce que le fait que la Manif pour tous vienne perturber la chose et vienne s'opposer à un droit, ça, je trouve ça inacceptable. Dans cette initiative lycéenne pour lutter contre le sexisme, les associations militantes conservatrices voient une négation de l'altérité homme-femme. Déjà hier sur Twitter, certaines d'entre elles alimentaient tous les fantasmes, allant même jusqu'à brocarder l'éducation nationale. Chacun réagit comme il le souhaite face à divers événements. Ce qui est important, c'est l'essence même du projet, c'est-à-dire développer des actions qui permettent aux élèves de lutter contre les discriminations. La journée Ce que soulève la jupe aura donc bien lieu demain dans 27 lycées de la région. Demain, on va porter une jupe, ouais. Et puis les fonctionnaires manifestaient aujourd'hui partout en France, un défilé unitaire pour dénoncer le gel du point d'indice jusqu'en 2017 annoncé par le Premier ministre Manuel Valls. Mais au-delà, le malaise est bien plus profond et il concerne tous les secteurs. Exemple avec cette enseignante en lycée professionnel qu'a rencontré Charles Bert. Je suis dans la rue avec mes collègues pour manifester contre la baisse des moyens. Chez nous, on a une dotation globale horaire en baisse, soit des heures d'enseignement. Donc pour l'année prochaine en diminution. Du fait du manque de moyens, on nous demande de faire des heures supplémentaires pour remplacer ces postes manquants. Ce n'est pas des conditions pour donner à nos élèves la réussite qu'ils méritent. Ils sont de retour. Les géants de Royal Deluxe investissent la ville de Nantes les 7, 8 et 9 juin prochains. Le spectacle s'appelle Le Mur de Planck. Yannick Lenné nous propose la présentation de ce tout nouveau spectacle par Jean-Luc Courcou en personne qui lui-même s'est transformé en professeur. On regarde. Et nous avons ici maintenant la terre d'aujourd'hui, là où la grand-mère va atterrir. Et cette grand-mère vient de très très loin, de la terre natale des géants, située derrière le Big Bang, derrière le mur de Planck, où s'arrêtent les mathématiques et commence l'imagination. La grand-mère, un nouveau personnage de la saga, avec un sacré caractère. Elle crache de temps en temps. Elle boit du whisky. Elle fume la pipe. Elle pète énormément. Mais des pets qui sentent la vanille. Atterrissage le 5 juin dans le hall du théâtre Gralin, avant son réveil le 7 au matin. Dans son voyage, elle sera accompagnée d'un enfant, la petite géante comme en 2011. Mystère, on sait seulement que cet enfant se rendra au Dervalière, une première pour un géant.
Coût de ce spectacle subventionné, 1 800 000 €. Cette année, pour la première fois après l'édition du spectacle, une étude d'impact socio-économique sera engagée pour pouvoir évaluer les retombées économiques, les plus-values de l'événement. Plus de 500 000 spectateurs attendus sur 3 jours. Le lundi de Pentecôte, les Nantais sont invités à s'habiller de blanc pour dire adieu à la grand-mère, qui repassera alors derrière le mur de planque. Voilà, on y sera tous probablement 7, 8, 9 juin, le retour des géants de Royal de luxe. C'est une découverte archéologique importante pour Nantes, quartier cathédrale, à proximité du couvent des Cordeliers. On a découvert un site funéraire et aussi un mur d'enceinte datant de l'époque romaine. Le chantier se poursuit et vous pourrez même le visiter les 21 et 22 juin. Reportage de Jean Annex. Ces ossements ont plus de 700 ans. Ils ont été découverts sur le site de l'ancien couvent des Cordeliers dans la rue du même nom. Les archéologues y découvrent peu à peu les secrets de l'histoire de Nantes. Ici, on est dans la salle capitulaire, c'est-à-dire la salle de réunion des moines, la salle où se réunit le chapitre. On a l'installation au XIIIe siècle de ces cordeliers, ces moines qu'on appelle mendiants parce qu'ils prêchent à travers la ville. Et donc, ce sont des moines qui connaissent un grand succès, qui s'installent ici, qui s'appuient sur le mur romain, puisque de l'autre côté, dans l'église, ils ont percé des grandes tombes, des enfeux, pour des familles nobles. Mais la découverte la plus ancienne, c'est celle-ci, un mur romain qui, au IVe siècle, entourait la ville. Celle-ci ne s'appelait pas encore Nantes, mais Condevicnum. Au fil de l'histoire, ce site archéologique fut tour à tour église, entrepôt industriel ou école élémentaire. Aujourd'hui, il est une porte ouverte sur le passé antique et médiéval de Nantes. Les Cordeliers, c'est un lieu important pour l'histoire nantaise parce que d'abord, c'est un des derniers couvents qui est encore debout à Nantes. On y a déjà découvert des vestiges importants à la fois du couvent, mais aussi d'autres témoignages, d'autres périodes de la ville de Nantes, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Les 21 et 22 juin prochains, les Nantais eux-mêmes seront invités à entrer au couvent. Ils voyageront à travers les siècles. Suivez le guide. Et on va terminer ce journal en images. L'image d'un éléphant rose. Regardez, vous allez le découvrir, plus de 3 mètres de haut et entièrement en bois. Il a été installé aujourd'hui à l'hôtel Radisson Blu de Nantes. Il a été conçu par la Sauvage Compagnie de Guérande. Et il rejoint le cheval que l'on découvre, ou le taureau encore, qui sont eux déjà installés. Allez, on passe au sport avec Olivier Caillé. Bonsoir Olivier. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. On va commencer par du basket avec une bonne nouvelle pour 2 Nantaises. Oui, car même dans la tourmente, le NRB a eu des raisons de se réjouir aujourd'hui puisque Maria Lamant et Sarah Michel, que vous allez découvrir sur ces images, les 2 joueuses du club nanto-roséen ont été présélectionnées en équipe de France dans une liste de 24 joueuses pour disputer les championnats du monde qui auront lieu en Turquie du 27 septembre au 5 octobre prochain. Espérons qu'elles feront finalement partie des 12 qui disputeront la compétition. On leur souhaite. On va passer au tennis, direction le SNUC, Stade Nantais. Le Stade Nantais, tennis qui évolue cette saison en National 2, a pour ambition de décrocher la montée en National 1B, la 3e division nationale. Dans quelques semaines, la saison dernière, le club a manqué de très peu l'objectif, mais cette année, avec Gleb Sakharov, l'un des meilleurs joueurs de la division, le Stade Nantais est le grand favori. Reportage Jean Annex. Les raquettes nantaises ne tremblent pas en ce début de saison. Après un début de championnat parfait, le SNUC Tennis ne nourrit qu'une seule ambition, valider son billet pour la Nationale 1. On a une équipe qui, je pense, a les armes pour monter dans la division supérieure, du moins cette année, avec les joueurs d'aujourd'hui. On peut dire que normalement on est les favoris. On est la seule équipe avec un joueur promo comme Gleb à numéro 60. L'atout numéro 1 du SNUC, c'est lui, Gleb Sakharov. À 25 ans, il est le 60e joueur français et espère intégrer le top 300 mondial cette saison. S'il compte bien briller sur les cours internationaux, Sakharov veut avant tout aider le SNUC à grandir. Je pense qu'on a une équipe au moins pour aller au barrage. Non, il va falloir tout donner sur les trois matchs qui restent. J'ai vraiment envie de progresser avec le club, d'aider mon club qui m'a accueilli il y a une dizaine d'années, de remonter dans une division première. Oui. Le week-end prochain, les coéquipiers de Gleb Sakharov arriveront à un tournant de leur saison. Face à l'Alsace-Lorraine-Paris à domicile, les tennismen nantais n'auront pas le droit à l'erreur s'ils veulent s'emparer seuls de la tête de leur poule. On joue les premiers de la poule qui n'ont pas perdu comme nous pour le moment. Donc c'est clair que si on perd, on peut tirer une croix sur la montée. Mais si le SNUC l'emporte, il fera un pas de plus vers son objectif, se hisser un peu plus haut dans la hiérarchie du tennis français. Et on le rappelle, rendez-vous dimanche au stade Pascal Laporte face à Alsace-Lorraine-Paris.
Et on termine avec une victoire, celle du H. Oui, avec un mot de handball. Le HBC Nantes qui s'est imposé hier soir à Célestat 32-23 lors de l'avant-dernière journée de championnat. Un succès qui permet au H d'assurer sa 4e place, qui pourrait lui permettre de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et puis on termine, allez encore un petit mot, puisqu'on a du temps, avec Jordan Verretou, le milieu de terrain nantais, qui ne jouera pas face à Bastia, mais qui a été retenu avec les espoirs pour disputer un stage sur l'île de la Réunion et un match face à Singapour, 147e au classement FIFA. Parfait, merci Olivier. Merci. Demain, un petit chat Pourtant, dans la il gorge. fait beau. Ben oui, on y vient. Mais avant, on fête les honorés. Oui, honorés, demain, c'est ça. Bonne fête honorée. La météo, mais oui. Il fait beau. L'été est prévu jusqu'à dimanche. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ondule tes hanches. Et regarde, et regarde les hirondelles. Merci Gwenola pour ce magnifique poème de la météo. Rien d'autre à vous dire. Les cartes, elles sont passées, les cartes non, les voilà. Voilà. Il va faire beau comme ça jusqu'à dimanche. C'est le vent qui est embêtant un petit peu. Moi, je trouve que le vent est un peu embêtant. Vous êtes taquin quand même. Limite jamais content par le temps qu'il fait, Olivier. Vraiment, je suis désolée de vous le dire, mais le vent est très léger. Voilà, les températures sont encore à la hausse. Non, vraiment. Non, le vent, c'est une idée dans votre esprit. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire qu'on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour Foot avec Fabrice Pancrace. 2 invités, 2 pour le prix d'un. Voilà, le capitaine et l'attaquant. Le capitaine, Olivier Végnot, et l'attaquant, Fabrice Pancrace. Et là, tout de suite, c'est la politique avec Jean-Michel Lagarde. Only you can make all this world seem right. La plupart des véhicules sont utilisés. Depuis plus de 60 ans, l'un d'entre eux est vraiment aimé. Le Transporteur, l'original. Et jusqu'au 30 juin, le Transporteur est à partir de 239 € par mois sans apport. Volkswagen, véhicule utilitaire. En ville, à la campagne ou en bord de mer, Sotradi, membre de l'Union des maisons françaises, est spécialisé dans la construction de maisons sur mesure et d'extension. Sotradi à Vertou, entreprise de proximité, bâtit sa renommée sur la qualité de ses réalisations, propose des matériaux naturels et économes en énergie. Sotradi, une maison à votre image. Pour tous ceux qui entreprennent à Nantes, il y a les boîtes à vélo. Croquinelle livre à domicile vos paniers de fruits et légumes bio. The Plombier pour tous vos travaux de plomberie. Tout en vélo transporte tout du colis au meuble. Ozon, la cantine nomade chic et gourmande. Green Course, la solution écologique pour toute livraison. Naonet, le vélo qui vient laver vos vitres en centre-ville. La Bricolette, le bricolage sur mesure pour particuliers et professionnels. Les triporteurs nantais, à vélo c'est plus écolo. À 4 mains pour tous vos petits travaux. Un service, direction nantes@lesboîtesavélo.com. Chez AACT Formation, formez-vous au métier de dessinateur en bâtiment et architecture. Cette formation pour adultes est validée par un titre de niveau Bac+2. AACT Formation, 3 rue du Tonnelier à Saint-Herblain. AMH, Atelier Menuiserie Olinois, c'est l'isolation sous toutes ses formes, par l'extérieur, par l'intérieur, la menuiserie décorative, l'agencement d'intérieur, agrandissement ossature bois, la création de mobilier bois, béton ciré. AMH à la Chapelle-Olin et ses partenaires Hauteur Largeur et FT Énergie vous proposent la solution globale pour la réalisation de vos travaux en profitant des aides accordées par l'État. Au 4 de la place Saint-Pierre à Nantes, vous poussez la porte de la Trinitaine et là, c'est la Bretagne et ses spécialités qui vous chatouillent les papilles. Caramel au beurre salé, Quignaman, véritable petit palais breton. Petits et grands, au 4 de la place Saint-Pierre à Nantes, poussez la porte de la Trinitaine et régalez-vous. Débranchez votre esprit. Initiez-vous au voyage. Immergez-vous dans le bien-être. Plongez dans un océan de lumière. Libérez vos sens avec volupté. Caliceo, déconnectez-vous. C'est le mois des bonnes affaires chez Hauteur Largeur. Portes, fenêtres, portails, volets. Laissez entrer les bonnes affaires. Moins 15% sur les volets roulants et fenêtres.
Profitez-en chez Hauteur Largeur à Saint-Brévin et à Trélières. Hauteur Largeur, c'est le professionnel par excellence. Est-ce qu'une personne à 14 ans, elle est assez intelligente pour prendre une décision d'abandonner l'école? Un homme qui rêve, c'est un homme qui bouge, c'est un homme qui cherche le travail. Tous les grands là, tous ceux qui tentent, qui disent que voilà, il y a une injustice, allez voter les frères. Tout le temps on parle, j'ai jamais rien qui se voit. Merci à vous tous et toutes d'être là au rendez-vous pour notre 18h politique, comme chaque semaine avec vous, Jean-Michel Naga. Bonsoir. Bonsoir à tous. On va faire le tour de l'actualité politique avec notre invité. Cette semaine est une jeune élue de 20 ans, conseillère municipale d'opposition à la mairie de Nantes et présidente de l'UDI Jeunes 44, Yasmine Guenaï. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous expliquer finalement comment vous envisagez votre mandat, ce que vous souhaitez faire, comment vous souhaitez bouger les lignes, et puis aussi ce qui votre jeunesse change concrètement la vision de la politique locale. Mais avant cela, on fait comme d'habitude le tour de l'actu politique de la semaine sur les réseaux sociaux. Et on va commencer avec une histoire de jupe qui fait du bruit ces derniers jours-là. Oui, c'est ça. Ce que soulève la jupe, c'est l'événement organisé par des lycéens ce vendredi 16 mai pour dénoncer le sexisme. Ils proposent aux garçons de porter une jupe demain, s'ils le souhaitent bien sûr, pour soutenir leurs revendications. Un événement relayé par l'Académie de Nantes et dénoncé par l'UMP, par exemple. Laurence Garnier, la chef de file de l'opposition à la mairie de Nantes, estime qu'on marche sur la tête. Elle écrit sur Facebook que sous couvert d'une démarche amusante et anodine, on continue à diffuser des messages insidieux qui nient la différence et même l'altérité sexuelle. Du côté de l'UMP toujours, Romain Legenter va jusqu'à dire qu'il a honte d'avoir été élu au conseil académique de la vie lycéenne du rectorat de Nantes. Quand je vois aujourd'hui, dit-il, qu'il souhaite que les garçons mettent une jupe, perversion ou maladie mentale, à vous de juger, rien que ça. Hashtag, bien sûr, théorie du genre. L'écologiste Dominique Trichet-Allaire, conseillère municipale aux droits des femmes, préfère temporiser sur sa page Facebook. En même temps, ce n'est pas très innovant, dit-elle. Pendant 3 ans au Breil, on a fait la journée jupe ou pantalon avec défilé de mode inversé, etc., sans que personne ne s'offusque. Le socialiste Anthony Desclosiers trouve affligeante cette polémique de la manif pour tous de Christine Boutin et de tous les autres qui pratiquent constamment la réac-attitude. Demain, je viens en jupe, dit-il. Les élus de l'UDI, dont vous faites partie, Yasmine Guenaï, apportent leur soutien à cette manifestation. Mais ça ne change rien aux yeux de Vincent Fouquet, membre du MoDem. Il l'écrit, au cas où certains ne sauraient pas encore que l'opposition municipale nantaise est très proche de la manif pour tous, comme quoi, même en ayant la trentaine, on peut penser comme un vieux réac. Beaucoup de bruit donc autour de cette affaire. Ce n'est peut-être pas un hasard, rappelons-le, les élections européennes, c'est dans 10 jours. Autre actualité, c'est le retour de Jean-Marc Ayrault, bien sûr, qui était un peu discret depuis son départ de Matignon. Très discret, effectivement, JMA, qui a donc repris son siège de député et qui participait en début de semaine à un meeting pour les européennes à Rezé, sur cette aire. Donc, des retrouvailles, en somme, pour l'ancien maire de Nantes. D'abord, merci à vous pour la chaleur de votre accueil. Je sais qu'elle est sincère, elle est spontanée. Vous le voyez bien, je ne peux pas cacher mon émotion en vous retrouvant ce soir. Tout homme vit de ses racines. Et les miennes, elles sont ici, dans cette métropole nantaise, prodigieuse de vitalité, d'audace, de créativité. Et c'est vous qui l'avez fait renaître. Jean-Marc Ayrault qui a aussi déclaré ce matin sur RFI qu'il se serait bien vu continuer à Matignon, qui était fier de son bilan, notamment du fait, je le cite, d'avoir mis en mouvement le dialogue social.
Et puis la réforme territoriale, on en a débattu cette semaine au Conseil régional. Après l'annonce de Manuel Valls et son souhait de fusionner les régions pour en diminuer le nombre, le premier vice-président Christophe Clergeau se félicite sur Facebook que pratiquement à l'unanimité des 250 participants au débat ont dit leur refus de voir la région démantelée. Nous sommes ouverts aux hypothèses de fusion, dit-il, et les coopérations déjà fortes que nous avons avec la Bretagne vont dans ce sens, mais nous refusons que la région soit découpée. Oui au mariage, non à la découpe, c'est précisément le slogan d'une campagne de communication lancée par la région. Une publicité que l'on a pu voir cette semaine dans la presse, coût de l'opération 300 000 €, ce qui a le don d'agacer prodigieusement l'UMP Sophie Josan. Elle estime que la session du Conseil régional accouche d'une souris. Oxiède, le président de la région, propose un nouveau comité Théodule, un comité des débats qui se réunira à Fontevraud, plus un nouveau site internet, plus une campagne de com sur le sujet. On va réfléchir à pas cher, dit-elle, et elle appelle au secours. Ils sont fous, comment comprendront-ils, quand comprendront-ils qu'on ne joue plus à qui dépense le maximum pour un résultat minimum? On ne joue plus, ça veut dire qu'avant on jouait. Bon. Ouais. En conclusion, voici la vision de Frappe. Le dessinateur de presse nous raconte la dernière aventure d'Oxietix, le Ligérien, dans la guerre des régions. Jacques Oxiet, en poissonnier râleur, qui assène un coup à un Gaulois avec ce commentaire: comment ça, ils sont pas frais, mes Pays de la Loire? Voilà pour la revue de presse des réseaux sociaux. Yasmine Guenaille, on peut voir la photo, votre photo de couverture sur la page Facebook. Pour nous, on est contents. Ça montre juste que vous êtes déjà venu chez nous à Télé-Nantes. Ça, c'est le clin d'œil. Mais sinon, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important pour vous aujourd'hui, en politique. Oui, en politique notamment. Moi, je trouve que c'est un outil essentiel pour à la fois se faire connaître et faire véhiculer ses idées. Mais nous, on avait commencé déjà il y a longtemps... avec les jeunes radicaux, on avait commencé sur la campagne des cantonales, aussi avec Maxime Lelièvre sur notre canton. Puis au fur et à mesure, je pense qu'il y a eu une prépondérance de cet outil-là suite à l'affaire DSK. Et maintenant, on constate que sur toutes les émissions, que ce soit télé, radio, etc., il y a un petit hashtag. Mais vous trouvez que les politiques les utilisent bien, ces réseaux sociaux? Parfois, toujours. Ça déborde quand même. Pas toujours. Je pense à Nadine Morano. Je pense que là-dessus... par moments, ça déborde. Il y a certains d'autres politiques qui disent qu'eux, ils ne souhaitent absolument pas être dessus. Je pense à Christophe Béchu, qui sur Angers, qui refuse d'avoir un compte personnel parce qu'il se dit 140 caractères, ça peut vite déraper. Moi, je ne peux pas faire de la politique avec 140 caractères, mais après, on ne fait pas de politique avec 140 caractères. Voilà, on essaye de véhiculer des petits messages, voilà. Vous auriez pu prendre des exemples un peu plus locaux même d'ailleurs, hein, parce qu'on en a parlé, on en a évoqué pas mal. On l'a beaucoup dit. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, voici votre carte d'identité, Yasmine Guenaille. Vous avez 20 ans, née en Algérie, nantaise depuis l'âge de 8 ans. Vous êtes étudiante en 2e année de droit public, présidente de l'UDI Jeunes 44 et depuis les dernières élections, donc conseillère municipale d'opposition à la ville de Nantes, élue sur la liste de l'UMP, Laurence Garnier. Vous avez d'ailleurs... La droite et du centre. De la droite et du centre, c'est ça, une liste composée de l'UDI, effectivement, et de l'UMP notamment. Et vous avez d'ailleurs fait partie de l'UMP à un moment donné, il y a 3 ans, comme le prouve cette photo que j'ai retrouvée sur les réseaux, avec François Fillon. Et finalement, vous avez décidé de partir de l'UMP pour rejoindre le mouvement centriste de l'UDI. Vous ne vous y retrouviez pas dans cette UMP? Le problème, c'est que moi, j'avais une profonde admiration pour un homme qui était Jacques Chirac. Et donc, au moment où je décide de passer le pas, de ne plus être spectatrice de mon canapé à commenter ou être sur les réseaux sociaux et commenter, et devenir davantage actrice, je me dis, quel est le mouvement? Donc, forcément, c'est l'UMP qui est fondé. Donc, je me dis, je vais rejoindre l'UMP. Sauf que j'arrive à un moment où, quand c'est un parti qui est au pouvoir, et quand c'est un parti qui est au pouvoir, il faut assumer l'ensemble du discours. Le problème, c'est qu'il y a certains discours qui étaient tenus par un Gérard Longuet, par un Brice Hortefeux, par une Nadine Morano, que moi, je ne pouvais pas assumer. À ce moment-là, j'avais adhéré en septembre 2010. En décembre, il y a une histoire de remaniement. C'était Jean-Louis Borloo qui était pressenti pour être Premier ministre, sauf que ce n'était pas le cas. On commence à parler du Parti radical. Je rencontre 2-3 personnes du parti au niveau local. Et suite à un petit échange, des réunions... Mais ça change quoi entre UMP et UDI? Pour moi, ce qui me dérangeait, c'était la radicalisation un peu du discours. Oui, la droitisation. Vous aviez besoin de plus de centre, vous vous sentiez plus centriste. Oui. Jacques Chirac a rarement incarné le centre, pourtant. Or, vous dites... Dans l'image de... En fait, pour moi, Jacques Chirac a uni la France à une période où ça a été extrêmement dur et extrêmement difficile. Il y a des discours de la laïcité, il y a des discours d'union, et moi, c'est ce à quoi je m'attache profondément. Le
problème, c'est que quand on va à l'encontre de la République et certaines valeurs républicaines, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Et à cette époque-là, en fin 2010, il s'est opéré un revirement. Soit on allait vers les centristes, Raffarin, Barouin, etc. Soit on allait plutôt vers... Et au niveau local, vous vous retrouvez bien avec vos partenaires de l'UMP ? Oui, en tout cas, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que... En tout cas. Comment ? Pas sur l'histoire de la jupe. Mais bon, union ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. C'est aussi l'objet c'est l'essence même de la démocratie, c'est discuter et de pouvoir changer. Nous, ce qui est intéressant dans notre union, c'est qu'on a parfois des points de vue différents, mais l'ensemble nous rejoint. Donc, de ce point de vue-là, non. Par exemple, oui, sur l'histoire de la jupe, c'est vrai que nous, de ce côté-là, l'année dernière, nous avions déjà soutenu cette initiative, du mariage pour tous. Au-delà, parce que c'est la deuxième session d'ailleurs de la Journée de la jupe. Ce que soulève la jupe, c'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition. Et déjà l'an passé, vous aviez soutenu cette initiative lycéenne. Et Anne-Sophie Guérat, qui est donc élue UDI, mais qui est conseillère générale, le Conseil général a aussi fait la promotion de cette manifestation, a également soutenu bien avant qu'il y ait cette petite crise, cette petite polémique. Enfin bon, moi je trouve qu'il n'y a pas de quoi polémiquer là-dessus. Vos 20 ans, ça change quelque chose en politique ? Bon, ça fait la 10 millième fois qu'on vous pose la question, mais là on va répondre vite là-dessus quand même. Avant les municipales, j'avais 19 ans, donc c'était encore bien pire. En fait, ce qui pose un petit peu problème, entre guillemets, c'est quand parfois, certaines personnes qui sont là déjà un petit moment et puis ils disent, ouais, la petite jeunette qui arrive, là, qui essaie de faire bouger... Attends, nous, ça fait 20 ans qu'on est là, c'est pas elle qui va nous donner des leçons. En gros, vous ne prenez peut-être pas toujours au sérieux en raison de votre âge ? Oui, par moment, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand on commence à peut-être un petit peu me connaître, ça dépend des personnes. Moi, j'ai la chance d'avoir, je l'appelle mon patron, mais j'ai la chance d'avoir Joël Guerriot, qui est le patron de l'UDI et sénateur maire de Saint-Sébastien, qui lui met vachement en avant les jeunes, et là-dessus, il n'y a jamais eu aucun souci. Par contre, d'autres partenaires, oui, parfois, ça peut être compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est une façon de faire bouger les lignes, mais vous avez annoncé récemment sur les réseaux sociaux et par le biais de communiquer qu'avec vous et les deux autres élus UDI, vous renonciez aux abonnements à la presse mis à votre disposition à la mairie de Nantes. Ça représente quelques 210 000 euros d'économie sur les 6 années du mandat. Vous posez cette question sur Facebook, 210 600 euros vraiment utiles. J'ai le souvenir que Madame le maire avait indiqué lors de son élection que chaque euro dépensé devait être un euro utile. Sur un budget qui avoisine les 500 millions par an. Oui, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Mais pourquoi le reste de l'opposition ne vous a pas suivi ? Parce que c'était une volonté de l'UDI, en fait. C'était un positionnement, on l'a discuté avec mes deux collègues de l'UDI, Hervé Crélard et Anne-Sophie Guérat. C'était une volonté de l'UDI. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas signé, qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais en tout cas, voilà. Mais l'idée, c'était de dire les élus ont accès à trop d'abonnements. Oui. C'est une dépense. C'est pas une dépense inutile, c'est une dépense bien trop élevée. C'est ça, en fait, l'essence même de ce communiqué-là. C'est qu'on aurait pu abaisser, on pourrait soutenir davantage les locaux plutôt que d'avoir un courrier international. Il nous reste 10 secondes. Pour conclure, je voulais juste vous dire que Yasmine Guénaï n'est pas une jeune comme les autres. Elle s'intéresse à la politique. Elle aime le jazz. Et en plus, elle veut porter l'uniforme puisqu'elle veut être réserviste dans la gendarmerie nationale. Donc, c'est pas commun. Et vous avez encore le temps de sortir avec les jeunes de 20 ans. Oui. Ah. Merci beaucoup d'être venu. C'est toujours trop court, mais c'est comme ça. Merci Jean-Michel. Merci. Je crois qu'on a débordé là, et je crois que peut-être que nos camarades en régie, voilà, on a un petit peu débordé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, disons. Si pour eux, oui, mais nous on était contents de discuter avec vous, Yasmine. Vous allez rester avec nous sur Télé Nantes, j'espère. En tout cas, je vous le demande gentiment pour suivre Foot Foot. C'est là dans 3 minutes avec Olivier Caillé qui reçoit, comme il nous le disait tout à l'heure, 2 en 1. Fabrice Pancrate, attaquant du FC Nantes, bien sûr, et le capitaine Olivier Véniaud. Ça vaut le coup. Oui, Deux pour le prix d'un. Donc c'est tout de suite, c'est Foot Foot. Pour le reste, on se retrouve demain, évidemment, pour un nouveau 18h de Télé Nantes avec toutes les équipes de Télé Nantes. Bonne soirée à tous. Concrètement, que fait le département pour le sport et les activités de pleine nature ? Le principal objectif du département est de favoriser l'accès du plus grand nombre à la pratique sportive.
Il finance et organise l'animation sportive départementale qui permet à plus de 11 000 enfants des petites communes de découvrir la diversité des activités. Le département encourage également la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant financièrement les clubs handisport et sport adapté et en intégrant des enfants handicapés dans les écoles multisports. Depuis 2 ans, il s'engage fortement dans la promotion de la pratique sportive féminine. D'abord en soutenant financièrement les équipes professionnelles féminines du département, puis à travers l'appel à projet « Sport et femmes, gagnons du terrain ». L'intervention du département auprès des clubs locaux se décline sous différentes formes. Soutien à la formation des cadres bénévoles, dotation en matériel, construction ou modernisation d'équipements et aide à l'organisation de manifestations. Enfin, il s'engage tout particulièrement dans le développement des activités sportives de pleine nature, comme sur sa nouvelle base d'activités du lac de Vioro, qui ouvrira ses portes au printemps 2014. Il est aussi l'organisateur des escapades, qui réunissent tous les 2 ans plusieurs dizaines de milliers d'habitants pour une journée d'activités sportives gratuites dans des sites exceptionnels. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Foot Foot, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité du FC Nantes. C'est l'ultime coup de collier pour les footballeurs nantais. Samedi, ils se déplacent en Corse pour la 38e et dernière journée du championnat de France de Ligue 1 pour y affronter Bastia. Un match sans enjeu qui ressemble au match de trop pour les Canaries qui devront faire le métier une dernière fois cette saison. Comment aborde-t-on ce genre de match en toute fin de saison ? Eh bien, on posera la question à nos 2 invités aujourd'hui, oui, parce qu'ils sont 2, regardez. Fabrice Pancrate, l'attaquant du FC Nantes. Salut Fabrice. Salut. Et Olivier Végnot, le capitaine du FC Nantes. Bonjour Olivier. Bonjour. Et puis on fera un bilan également, les tops, les flops, les bons moments, les moins bons moments de cette saison 2013-2014 avec nos 2 journalistes, Julien Soyer de Ouest France et Étienne Kiss de Presse Océan. Bonjour messieurs. Bonjour. On commence avec les traditionnels coups de cœur, coup de gueule, c'est parti. Coup de cœur, coup de gueule, et on commence avec vous, Olivier. Un coup de cœur pour nos supporters, notre public, avec lequel on a passé une super saison et qui s'est terminée le week-end dernier face à Saint-Etienne, avec un super moment à la fin du match. Voilà, une belle communion avec notre public, donc c'était génial. Étienne, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, avec une pointe de tristesse pour le Benfica Lisbonne hier soir en finale de la Ligue Europa, qui a vraiment dominé ce match, qui a tout fait pour aller chercher, soulever une coupe. Mais c'est Séville qui a gagné. Et c'est Séville qui a gagné. Et donc le Benfica est maudit, 8 finales consécutives, c'est bien dommage. Fabrice, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, je rejoins Olive, avec nos supporters qui nous ont suivis toute l'année. Et même la faveur qu'on sent au stade est incomparable à celle d'autres stades, même si Saint-Etienne est à saluer aussi. Mais on sent une autre génération de supporters, et puis on sent vraiment une vague de personnes qui supportent leur club et qui répond présent à chaque instant. Et puis 2 coups de gueule. Le premier, c'est les bananes jetées à Dani Alves, qui est voilà. Le joueur de Barcelone. À qui qui avait reçu des bananes. Voilà, ça, contre le racisme, à qui on a salué son geste en faisant la même chose. Et puis le deuxième, c'est Nasri qui n'est pas sélectionné. Non, c'est pas on va en parler dans un instant, justement. Julien, un coup de cœur, coup de gueule. Moi, j'ai un coup de cœur pour les 2 invités. Je l'avais déjà fait une fois avec Philippe Georgievich, donc on va penser que je suis un lèche-cul. Ce n'est pas le cas. Je sais dire quand je suis pas content, mais je trouve qu'on a deux joueurs de foot. On sait dire quand ils sont pas cool avec la presse et tout ça. Là, on a eu 2 joueurs de foot exemplaires et ça fait un moment que ça dure. Moi, je viens d'arriver à Nantes, mais qui ont toujours dit oui aux interviews. Olivier, il a vécu des moments un peu plus compliqués cette année. Il est même allé défendre Chakar à la dure quand celui-ci faisait des bons matchs. Je connais pas beaucoup de joueurs dans ce registre-là.
Donc félicitations à tous les deux et merci pour la belle saison que vous nous avez fait vivre. Et puis un coup de gueule, moi aussi. Ouais, Allez-y, c'est celui de voir partir Filip Djordjevic un peu comme un voleur. Il avait donné l'image d'un mec assez classieux et là je pense qu'il gâche un peu cette image et tant pis pour lui, mais c'est dommage. On en parlera aussi dans un instant. Alors la saison 2013-2014 touche donc à sa fin, mais avant, il va falloir fournir le dernier effort. Samedi, les Canaries, vous déplacez à Bastia pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. Regardez le classement avant cette rencontre. Bastia est 10e avec 48 points, le FC Nantes 12e à 3 longueurs. Autant dire que c'est un match sans enjeu. C'est le match de trop, non, Olivier ? Non, là on voit par rapport au classement que l'objectif pourrait être de les rejoindre, voire de les dépasser au classement. Je connais pas les goal average, mais voilà, de finir la saison avec 48 points, c'est l'objectif pour ce week-end. Comment on fait, Fabrice, pour se motiver pour un dernier match comme ça? Alors il y a ça, il va y avoir une grosse ambiance, on sait qu'à Furiani c'est toujours bien aussi, mais vous êtes fatigué, là c'est la fin de saison, On est fatigué, mais je dirais pour ce dernier match, avec l'objectif qu'on peut atteindre à 10e place, parce que si on a un goal average favorable par rapport à Bastia, en espérant que Toulouse perde, c'est à 10e place, donc moi je me cache pas, c'est l'oseille. Il y a de l'argent à prendre dans les vacances. Il est cash, moi c'est mon coup de cœur, il est cash. On prend l'argent si on veut le prendre, et t'as le club qui prendra aussi de l'argent si on est mieux classé, et deux, nous aussi, il ne faut pas oublier notre objectif perso des joueurs, donc ça joue aussi. Donc dans ce dernier match, quand tu as fait le plus dur en acquérant le maintien, les autres facteurs de motivation, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, on est tous fatigués, il va faire beau, ça va sentir les vacances, donc faut penser à ça. Vous baigner avec nous? Faut penser à ça, et puis voilà, ça peut nous pousser à aller chercher quelque chose. Alors, on se rappelle que le match aller, c'est de là qu'est partie l'affaire Touré. On va revoir quelques images de ce match aller. C'était la première journée de championnat et la victoire nantaise 2-0. On connaît la suite. Abdoulaye Touré qui est rentré en jeu, mais qui ne pouvait pas jouer, qui était suspendu. Il y aura un esprit de revanche. Étienne, Julien. Esprit de revanche, oui et non. On l'aura en tête justement ce match aller là. On l'aurait eu en tête si, comme l'esprit le craignait, ce match-là avait été décisif dans la course, dans la course au maintien pour l'une des deux équipes. Là, je pense que l'affaire est passée. Il y a juste, l'idée de finir en beauté. C'est toujours que les derniers matchs, ça donne des matchs débridés. Donc on va bien voir, mais je pense pas que ça reste vraiment dans les têtes. Je sais pas si Olivier et Fabrice. Est-ce qu'il y aura ça? Mais je pense qu'il y en aura un petit peu, parce qu'ils ont de l'orgueil. Ouais. Je m'en souviens de la petite frise qu'il y avait entre le coach et... on peut revoir d'ailleurs quelques images, mais on voit que même entre Hans et Michel Derzakarian, à la fin du match, c'était assez chaud, Fabrice. Oui, avec Kazri, où ils ont changé quelques mots, et où le joueur n'avait pas été classe vis-à-vis du coach, quand je crois qu'il avait insulté. Et il y avait aussi des gars du staff qui avaient dit on verra le match retour, je m'en souviens. Ils avaient dit, et puis il ne faut pas oublier aussi que il y a Landreau qui arrête sa carrière sur ce match-là. Il y a Hans qui part aussi, qui sera plus l'entraîneur de Bastia. On les revoit les images là, entre Hans et Derzakarian. Oui, c'était chaud. Ça va être chaud, Julien, comme match? Je pense que finalement, c'est pas mal de finir comme ça, parce que je pense que c'est... la motivation, elle est toute trouvée. Il y a le public corse, c'est un public qui est assez exigeant, qui aime bien mettre la pression. C'est plus facile que de terminer dans l'anonymat d'un stade à Évian ou à Istres, par exemple. Je pense que... Et on sait de quoi on parle. C'est sympa, ça. Cette rencontre, vous le disiez, Fabrice, c'est également le dernier match au plus haut niveau de Michael Landreau. On l'évoquait lundi dans cette émission. C'est ça le plus important de la soirée, finalement? C'est sûr que c'est un événement dans cette soirée. C'est la fin de carrière d'un grand gardien. Quel souvenir vous gardez, justement, de Michael Landreau? On va faire un tour de table, Olivier. Moi, le premier souvenir, malheureusement, il n'est pas bon. C'était en finale de la Coupe de la Ligue. Quand il rate son penalty, la fameuse Panenka. Je pense que ça a coûté cher. Mais après, c'est le fait qu'il joue dans des grands clubs, qu'il fasse un nombre de matchs incroyable. On retiendra surtout ça. Fabrice, vous l'avez croisé au Paris Saint-Germain? Ouais, je joue avec lui à Paris. Le souvenir de Michael Landreau, en dehors du terrain, c'est quoi? Sur le terrain, c'est un professionnel à part entière, franchement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, peu importe, je veux dire, c'est quelqu'un qui aime son métier, qui
qui est très 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 professionnel, et c'est ça que je retiendrai, et qui n'est pas avare de travail. Et pour un gardien, voilà, faut le saluer, et qui a un très 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 bon jeu au pied. Je crois que c'est un des seuls, qui est très fort. Nicolas Gillet disait lundi, quand on en parlait, en fait on jouait véritablement à 11 à l'époque, parce qu'on jouait avec Michael Landreau aussi au pied, hein, c'est ça. Il a été sélectionné mardi. Tu as peut-être plus retenu son jeu au pied que son jeu à la main à Paris, non? Non, à Paris, là, il y a eu des hauts et des bas, comme tout joueur à Paris. Mais c'est compliqué, Paris. Ouais, vous savez de quoi vous parlez. Mais voilà, derrière, il va à Lille, il gagne le titre, donc ça, il remet tout le monde d'accord. Et la coupe face à Paris, justement. Il fait partie de la liste dévoilée par Didier Deschamps, mardi, pour aller au Brésil en tant que 3e gardien. C'est quoi? C'est une récompense pour toute sa carrière ou c'est vraiment mérité pour vous, Étienne? C'est une récompense. Honnêtement, si on regarde la saison de Ligue 1, Ruffier méritait beaucoup plus que Michael Landreau d'aller au Mondial. Je pense que voilà, déjà, oui, c'est une récompense. Et Deschamps est nantais en plus, Landreau l'est aussi. Voilà, il y a une petite collision. Et puis, c'est une dynamique de groupe. Hein. Deschamps a dit qu'il ne prenait pas forcément les 23 meilleurs, mais les 23 pour créer un socle solide. Donc Landreau en fait partie. Julien? Moi, en ce sens-là, je pense que c'est pas une récompense. Je pense que c'est un choix tactique. Si Didier Deschamps n'avait pas eu l'impression que Michael Landreau pouvait apporter une cohésion de groupe, il ne le prend pas. Et on n'est pas là pour faire des cadeaux, on est là pour aller chercher un résultat en Coupe du Monde. Enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Je pense que vraiment, dans ce domaine-là, c'est juste parce qu'il a prouvé qu'en tant que 3e gardien, il avait le profil idéal. Un dernier petit mot sur cette sélection. Vous en parliez dans vos coups de gueule. Nasri, pas du voyage, ça vous révolte? Fabrice? Moi, ça me révolte parce que les mauvaises langues, je dirais, diront que non, elle a eu raison. Quand j'ai pu entendre sur RMC, non, c'est pour créer un groupe, ou même sur Skyrock, je dis ça hier, mauvais comportement. Je dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas un mauvais comportement. Ils ont pris l'exemple de Cantona à l'époque des Méjaquet. Cantona à l'époque des Méjaquet, c'est vrai, déjà d'une, c'était un scandale, on peut le dire, même s'il gagne il est même si champion du monde. Mais quelque part, ça a permis aussi derrière de créer un groupe et de. Il y avait une concurrence du tonnerre rare devant. Donc tu pouvais dire, là aujourd'hui, à place de Nasri dans ce rôle-là, il y a qui? Concrètement, il y a qui? Alors en plus, j'ai envie de dire, c'est manquer un peu de respect à la phrase qu'on enseigne souvent dans les centres de formation et dans les clubs de foot, qui est de dire continue, le travail paye. Les mecs, ils travaillent, ça paye. Il n'a pas fait tous les matchs au top en équipe de France, mais quand tu es titulaire à Manchester City, comme il est, lui, dans un club comme Manchester City, avec les stars qu'on connaît, à toutes les lignes, il a joué sur l'ère Pellegrini, il a joué sur l'ère Mancini, il a joué sur l'ère Marquinhos, je sais pas, ou la fin de Marquinhos. C'est pas anodin, et même si bon, pas bon. Alors je jette pas la pierre à d'autres joueurs comme Grenier, par exemple, mais ça me dérange personnellement, même s'il a de la qualité, le petit, mais c'est pas comparable. Il y a une différence de niveau entre Nasri et lui, et Nasri aurait dû être dans le groupe sans façon. Allez, on revient à ce match de Bastia. On aura l'occasion d'en reparler de cette équipe de France pendant tout l'été. Un tout petit mot, Julien. Sur Michael pour finir, Landreau. Moi, mon souvenir, c'est quand même ces 2 pénaltys arrêtés en Coupe de France contre Auxerre, un quart de finale. Qui permet